Bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous en direct. Les traitements contre les cancers entraînent une série d'effets indésirables, dont certains sont douloureux, comme les nausées par exemple. Pour lutter contre certains de ces effets, il arrive que du cannabis soit prescrit. On parle alors du cannabis médical ou thérapeutique, le thème dont on parlera ce soir en direct. Quels sont les bienfaits du cannabis médical? Est-ce qu'on les prescrit pour tout type de cancer? Est-ce qu'il y a des effets psychoactifs? Sous quelle forme on les prend? Ce sont certaines des questions qu'on abordera aujourd'hui en direct avec notre invité, le docteur François Luthi, spécialisé en oncologie médicale et médecine interne générale. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé ce temps. Et pour vous que vous nous écoutez en direct, vous pouvez poser vos questions sur Facebook et nous y répondrons avec Dr Luthi. Alors, pour commencer cet entretien, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on entend pour cannabis médical ou thérapeutique? Alors, le cannabis médical ou thérapeutique, c'est en fait du cannabis qu'on donne pour essayer de traiter des symptômes, notamment, là, on verra après, la douleur et éventuellement les nausées. Pas confondre avec le cannabis légal ou illégal, puisque si on dit cannabis légal, c'est qu'il y a aussi du cannabis illégal. Donc, normalement, le cannabis légal, actuellement, c'est des produits qui contiennent des dérivés du cannabis à une quantité de moins de 1% dans la substance, tandis que le cannabis illégal, c'est plus de 1%. Et en fait, le cannabis qu'on utilise de façon thérapeutique ou médicale, en général, contient plus de 1%. Donc, en théorie, il est illégal, au sens de la loi sur les stupéfiants. Le cannabis médical a des effets, j'imagine, bénéfiques pour certains effets secondaires des traitements contre les cancers. Vous pouvez nommer quels sont ces bienfaits? Alors, on a utilisé le cannabis, ou on utilise le cannabis pour différents symptômes. Un des premiers symptômes, c'est pas en oncologie qu'on l'a utilisé, c'est pour la sclérose en plaques, où il y a un médicament qui est reconnu en Suisse. C'est surtout pour les spasmes. Donc, en fait, le cannabis a un effet relaxant, myorelaxant, donc il relaxe les muscles et qui diminue la spasticité des muscles. Donc, ça, c'est un des effets principaux. Bien sûr, le cannabis a d'autres effets qu'on recherche, notamment la relaxation. On sait que ça a un effet contre les nausées et les vomissements, mais il ne faut pas oublier que ça dépend un peu des gens. Moi, la seule fois où j'ai utilisé du cannabis, j'ai eu des nausées pendant 24 heures. Donc, c'est comme tout médicament, il faut faire attention parce qu'il y a des effets secondaires. Et alors qu'on traite un effet secondaire, on peut déclencher. Voilà. En tout cas, pour moi, ça me fait faire des nausées. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Même si ça marche probablement pour beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est un effet anti-nauséeux. En oncologie, ce qu'on recherche aussi, c'est un effet contre la douleur. Alors, le cannabis a été utilisé beaucoup pour essayer de lutter contre la douleur. On sait contre les douleurs, ça a essentiellement un effet sur les douleurs qu'on dit neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs qui sont engendrées par une atteinte des nerfs, notamment des nerfs sensitifs qui transmettent la douleur. Et cette atteinte, ces douleurs neuropathiques ou neurogènes, peuvent être de différentes formes, en tout cas chez les patients qui ont un cancer. Ça peut être induit par les traitements. Il y a des chimiothérapies qui font des atteintes nerveuses. Ça, c'est typiquement, ça peut faire des douleurs neuropathiques. Ou bien si on a une compression d'un nerf ou une atteinte d'un plexus nerveux, on peut avoir des douleurs neuropathiques, donc dues à l'infiltration nerveuse. Et en fait, ce cannabis, on essaie de l'utiliser dans ces douleurs. En sachant bien que tant pour les nausées, vomissements, que pour les douleurs, ce qui est recommandé, c'est de les donner après échec ou en plus des traitements standards. C'est-à-dire que ça ne remplace en général pas les traitements standards et c'est moins efficace que les traitements standards. Donc les deux indications, en tout cas reconnues dans la littérature, c'est justement les nausées, vomissements et les douleurs neuropathiques. Mais bien sûr, ça a aussi un effet reconnu pour essayer d'augmenter l'appétit. Est-ce que c'est lié aux nausées ou pas? Mais en partie. Ça a un effet un tout petit peu euphorisant, relaxant, de bien-être. Donc potentiellement aussi un effet positif dans certaines situations.
Mais du coup, le cannabis thérapeutique peut aider dans de troubles alimentaires, peut-être. Alors, personnellement, moi, je le prescris donc pas très souvent. Mhm. Nous, oncologues, on a malheureusement pas tellement d'expérience parce qu'on n'a pas de formation là-dedans, ni pendant nos études où à l'époque on parlait pas tellement du cannabis, ni dans les années de formation postgraduée. Et maintenant? Et maintenant, moi, j'ai quelques patients qui me demandent, mais c'est peut-être une ou deux personnes par année. Donc, ça fait pas beaucoup d'expérience. Mais je l'ai utilisé une fois l'année passée pour quelqu'un qui avait un traitement, pas de chimiothérapie, mais un traitement qu'on dit chronique avec des médicaments sous forme de comprimés. Et puis il avait pas tellement de nausées, mais une forte baisse de l'appétit due aux médicaments. Et c'était important qu'on le continue. Donc, c'est lui qui m'a demandé si on pouvait essayer le cannabis. Et on a essayé. Effectivement, ça a eu un effet positif. Il arrivait mieux à manger. Ça lui a aidé. Ça lui a aidé. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que vous avez dit le principal effet, c'est la relaxation. Est-ce que dans ce sens-là, on peut dire que le cannabis médical peut aider dans l'anxiété, parfois liée à la maladie? Certainement que ça joue aussi un rôle. Tout à fait. Ouais. Même si là, on a des médicaments qui sont en général plus efficaces pour ça. Ouais. Mais dans le cadre de l'oncologie médicale, est-ce que vous pensez que le cannabis, il peut remplacer d'autres traitements qui existent déjà aujourd'hui? Peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années. À mon avis, pas. Pourquoi? Parce que les études qui ont été faites, même si elles ne sont pas nombreuses, c'est pas forcément des études comme on l'a dans d'autres traitements, à part peut-être le Sativex, qui est un des médicaments qu'on utilise pour la sclérose en plaques, où il y a eu des études plus importantes. Mais en fait, nous, quand on se base pour donner un traitement ou pas, on doit se baser sur des études en général bien conduites, qui sont répétées, avec un groupe contrôle. Donc il y a eu quelques études, mais en fait ces études-là, elles sont petites, et puis elles ont plutôt montré un bénéfice soit faible, soit pas de bénéfice par rapport à du placebo. Donc les évidences, elles sont quand même pas très importantes. Maintenant, c'est possible que dans une petite partie de situation, justement des douleurs qu'on n'arrive pas à soigner ou des nausées qu'on n'arrive pas à soigner autrement, qu'il y ait un bénéfice. Mais disons que pour prescrire plus régulièrement ou dans des situations plus précoces, indépendamment du problème de la loi qui nous limite fortement, je ne suis pas sûr que si c'était plus facile de le prescrire, on en prescrirait forcément plus. Alors peut-être c'est parce qu'on n'en sait pas beaucoup puis qu'on ne l'utilise pas. On a besoin de la recherche, mais dans quel état est la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus maintenant Alors qu'avant? à ma connaissance, en Suisse, il n'y a pas tellement d'études. C'est où qu'il y a des études maintenant? Au Canada, je pense au Canada, là il y a plus d'études. Quels sont les résultats? Alors justement, les résultats sont quand même mitigés. Alors, et en plus, disons, la difficulté, comme dans toute étude, c'est d'avoir les moyens de faire l'étude. Donc pour faire une étude à large échelle, il faut des moyens. Et puis, à moi qui est une firme pharmaceutique qui s'intéresse à produire un médicament, comme on a vu dans la sclérose en plaques, il n'y a pas tellement d'impact financier. Donc, ceux qui font de la recherche, ils ont peu de moyens. D'accord. Donc, forcément, faire une étude, ça coûte cher. Donc, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas la faire. Alors que peut-être ça serait utile. Alors, je sais par contre qu'il y a une étude en cours intéressante, c'est qu'on a... Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que le cannabis est mauvais pour le cancer? Parce que si on prend un médicament, il ne faut pas qu'il soit délétère. Il y a des pour la maladie. contradictions, exactement. Alors, on sait que dans des cultures in vitro, on a testé le cannabis et on sait que ça a plutôt un effet positif anti-cancéreux. D'accord. Léger, mais en tout cas, Ça, c'est démontré? Ça, c'est démontré in vitro, c'est-à-dire dans des cultures cellulaires. Je sais qu'il y a, alors j'ai pas eu le regarder, mais je sais qu'il y a une étude où on essaie de donner du cannabis en plus des traitements standards dans une maladie qu'on appelle le glioblastome. C'est le cancer c'est une tumeur cérébrale très agressive, pronostic très mauvais. Et c'est en cours, donc on n'a pas le résultat, mais l'idée c'est de voir si on a un effet bénéfique sur le traitement de la maladie. D'accord. Alors, en théorie, il faudrait faire ça dans tous les cancers, mais c'est pas possible. Et puis l'autre difficulté de la recherche, c'est d'avoir un produit où on a une dose standard du médicament, pas trop dosé pour pas avoir des effets secondaires, mais pas sous-dosé parce que sinon on n'aura pas d'effet.
Et le problème, c'est d'avoir un médicament qui a toujours le même dosage pour tous les patients qu'on traiterait dans une étude. Or, ça, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tellement de produits déjà tout prêts. Et vous croyez que ça vaut la peine d'investir là-dessus, dans la recherche sur le cannabis médical? Ben, disons qu'on a tellement d'autres médicaments à disposition que je pense que je ne suis pas sûr que ça soit très rentable. Maintenant, il y a des gens qui s'investissent dans le cannabis depuis qu'on a ce cannabis entre guillemets légal. Donc, il y a des intérêts peut-être de gens qui produisent le cannabis, notamment en Suisse, qui seraient intéressés à développer un médicament pour ça. Mais il faudra attendre que la loi change d'abord. Et la loi maintenant, elle dit quoi? Alors la loi, ce qu'elle dit maintenant, aujourd'hui, c'est que tout ce qui est cannabis médical ou thérapeutique doit être prescrit par un médecin autorisé à prescrire ces médicaments. Mais c'est facile à prescrire pour un médecin? Non, justement, c'est assez compliqué. Alors la procédure, c'est la suivante. Il faut que le médecin informe le patient. Alors, je vous arrête juste un moment. J'ai un commentaire sur Facebook qui nous dit on n'entend pas assez votre invité. Du coup, peut-être, je demande à la technique de monter un petit peu les sons. Ou je parle un peu plus fort. Peut-être, ouais. Merci. Ce sont les choses du direct. Et je profite aussi pour... je vois qu'il y a une question qui vient sur Facebook. Il faut... ah non, ah voilà, non, c'est aussi les sons. D'accord, alors je vous laisse continuer. D'accord. Donc, un médecin, il doit d'abord informer son patient. Donc, il a l'obligation d'informer le patient sur l'effet du médicament sur la problématique, par exemple sur les nausées ou sur la douleur, en sachant qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. D'accord. Donc, c'est le premier écueil de la prescription. Il doit informer sur les effets secondaires du traitement. Donc, deuxième écueil, puisqu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Ensuite, il doit demander l'autorisation à l'Office fédéral de la santé publique. Donc, il doit envoyer un formulaire pour une demande pour ce patient. Il doit transmettre le nom, l'adresse. Il doit aussi transmettre un accord écrit du patient, comme quoi le patient confirme qu'il a bien reçu les informations et qu'il est d'accord avec cette prescription. Et dans ces formulaires, le médecin doit aussi mettre quel type de cannabis ou dérivé du cannabis est prescrit et où ce médicament va être préparé. Parce qu'en fait, on n'a pas de médicament tout prêt qu'on peut acheter en pharmacie. À part ce médicament qui s'appelle le Sativex, qui est normalement que pour les traitements avec une sclérose en plaques. Et puis, donc ça c'est la première partie. Ensuite, on envoie tous ces documents à l'Office fédéral de la santé publique et eux, ils donnent leur accord ou pas. Personnellement, j'ai jamais eu de refus. D'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, mais il y a quand même une bureaucratie qui facilite vraiment pas la prescription du cannabis. Puis, voilà, alors là, c'est la première partie. Une fois qu'on a le OK, on peut faire une demande de remboursement à l'assurance. Ça dépend un peu du patient. Il faut qu'il soit d'accord qu'on demande à l'assurance, au médecin conseil de l'assurance, si la caisse maladie serait d'accord de prendre en charge ou pas ce traitement. En principe, ce traitement n'est pas remboursé. D'accord. Ça dépend de l'assurance alors? Ça dépend du bon vouloir de l'assurance, mais en général, ils refusent. Sur les 3 personnes dont j'ai demandé le remboursement, un seul a eu un OK de l'assurance. D'accord. Le prix, on peut juste parler du prix, c'est à peu près, ça dépend de la dose bien sûr, du type de préparation, mais c'est à peu près 200 ou 300 francs par mois au minimum. Puis ça peut monter plus haut si la dose est augmentée. Intéressant, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Alors, mettons qu'on n'a pas pu avoir le remboursement, mais que le patient aimerait essayer, puis qu'il décide de payer lui-même. À ce moment-là, on envoie une ordonnance qu'on appelle à souche, comme les ordonnances qu'on donne pour les morphiniques, à l'endroit où on a décidé de faire la préparation. Alors, personnellement, je travaille avec une pharmacie de Langnau, c'est un pharmacien en Suisse allemande qui fait des très bonnes préparations et qui fait ça depuis très longtemps. Il a un laboratoire pour ça. Et je prescris un type
de prescription avec lequel je suis à l'aise. D'accord. Et puis en général, après la prescription, c'est envoyé au pharmacien auquel le patient a l'habitude d'aller. Puis le patient va chercher ce médicament et paye au pharmacien le médicament. Et dans ces cas-là, c'est parce que vous, comme médecin, vous connaissez un petit peu, mais est-ce que c'est le cas en général dans les contextes médicaux? Non, les médecins connaissent assez peu. Au début, j'ai dû justement aller chercher des informations sur comment faire, tout ça. Alors, je vois qu'il y a une dame qui nous pose une question sur Facebook. Bonsoir, est-ce qu'il y a plusieurs formes de ces médicaments? Si oui, quelles sont-elles? Oui, alors, comme je disais au début, en Suisse, il y a un seul médicament enregistré. Donc, les médicaments, tous les produits peuvent être enregistrés, ce qu'on appelle par Swissmedic. Swissmedic, c'est l'organisme d'enregistrement des traitements et des médicaments. D'accord. Il y a un médicament qui s'appelle le Stativex, qui est un des dérivés du cannabis. Ça, c'est le seul médicament enregistré en Suisse. Tous les autres, c'est ce qu'on appelle des prescriptions magistrales, c'est-à-dire que c'est des préparations qui sont faites en pharmacie par un pharmacien. Et puis, il y a différents types de préparations. Mais c'est légal aussi. Alors, c'est légal, mais sous condition, c'est-à-dire qu'il faut faire toutes ces démarches. Et puis, il y a différents types de préparations. Alors, moi, j'en ai pris quelques-unes. Il y en a un qui est de l'huile de cannabis. L'huile de cannabis, c'est un mélange de ce qu'on appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, et de CBD, le cannabidol. Pour les prendre en huile. Voilà, est-ce qu'il y a des autres formes? Il existe une teinture qui est presque la même. D'accord. La différence entre l'huile et la teinture, c'est que l'huile doit se mettre dans quelque chose de huileux, de graisseux, pour être absorbée. Il faut par exemple mettre ça dans l'huile ou dans un yogourt. On peut mettre ça aussi, pareil, sur un petit beurre, si c'est des gouttes. La teinture, on peut la mettre dans de l'eau. Voilà. Et puis, il y a une forme qu'on appelle la solution de dronabinol qui contient que du THC, qui est aussi huileuse, qu'on met plutôt sur quelque chose de gras pour la prendre. Ce sont les formes qu'on prend les cannabis. C'est les formes médicales qu'on peut demander une préparation dans une pharmacie. Alors, il n'y a pas toutes les pharmacies qui font, justement, il n'y a que quelques pharmacies qui font. D'accord. Mais est-ce qu'on a des effets psychoactifs quand on prend les cannabis médicales? Oui, ça dépend de la dose qu'on prend, tout à fait. Oui. Et la dose, elle est gérée par les médecins qui décident ou Alors, en général, les recommandations, c'est de commencer pas trop fort. Donc, on commence à 2-3 mg 3 fois par jour de THC. Donc, THC, c'est la substance qui est la plus utilisée pour les effets nausées, vomissements et douleurs. Alors, il s'agit d'un traitement qui est légalisé, prescrit dans certains pays comme les nôtres, mais proscrit dans d'autres. Est-ce que ça crée une certaine polémique à propos de son utilisation dans les contextes médicaux? Non, moi je pense pas tellement, en tout cas pas en Suisse, puisqu'on peut quand même le prescrire, même si c'est compliqué. Alors, je n'ai pas l'expérience du Canada, puisque j'ai jamais travaillé là-bas. Alors, je sais que c'est plus facile probablement. Eux, ici, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont plusieurs médicaments, donc pas des prescriptions magistrales, mais ils ont plusieurs produits déjà enregistrés. Ils en ont 3 ou 4 dont les prix varient, mais ils ont plus de choix. Et c'est plus facile pour eux de prescrire, même s'il y a aussi des conditions. Merci. C'est quand on décide qu'il est recommandé de prescrire du cannabis, on le prescrit pour tout type de cancer ou par contre, il y a quelques types de cancers où c'est vraiment pas recommandé? Alors, il n'y a pas de recommandation par rapport au type de cancer, donc c'est pas en fonction du type de cancer. Par contre, j'ai regardé, essayé de trouver s'il y avait des directives sur justement, est-ce qu'il faut recommander ou pas. Et j'ai trouvé une directive canadienne qui date de 3 ans en arrière, où la recommandation principale, c'est a priori ne pas prescrire de cannabis, sauf exception. Et les exceptions, c'est justement des symptômes qu'on n'arriverait pas à traiter autrement, en général, ou si on a échoué avec d'autres traitements standards. Donc plutôt être restrictif. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les études ont montré un bénéfice petit et il y a potentiellement des effets secondaires. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que les risques associés sont plus grands ou plus petits que les bienfaits de son utilisation? Est-ce qu'il y a des études là derrière? Alors, dans les études, on montre qu'il y a certains effets secondaires et puis que ces effets secondaires sont plus importants que si on donnait un placebo. D'accord. Mais c'est vrai que c'est vrai pour tous les médicaments.
Alors le problème des médicaments à base de cannabis ou d'ailleurs de tous les opiacés, c'est les effets secondaires, c'est principalement la somnolence, la fatigue, parfois de la confusion si on donne trop. Et puis la chose importante à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que si vous consommez ces médicaments, vous ne pouvez pas conduire, par exemple. Donc c'est interdit de conduire. Les opiacés, c'est un peu différent. Si vous prenez les opiacés depuis longtemps pour la douleur, et puis que vous les tolérez bien, au bout d'un moment, on est autorisé à conduire et c'est accepté qu'on puisse conduire avec des traitements contre la douleur de longue date. Mais le cannabis, pas. C'est comme si vous consommiez de l'alcool, c'est interdit. Et puis il y a quand même un effet psychoactif. Voilà. Et puis le cannabis, c'est clair que c'est zéro tolérance. L'alcool, c'est déjà diminué, mais là, le cannabis, vous n'avez pas le droit de conduire. Donc c'est clair que c'est important de savoir parce que ça a des implications. C'est vrai que c'est une thématique qu'on n'en connaît pas beaucoup. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui pensent que bon, voilà, je fume chaque jour. Peut-être que c'est bien pour ma santé. Est-ce que c'est le cas ou vraiment pas du tout? Alors nous, on pense que fumer, c'est pas bon pour la santé. Voilà. En général, on fume pas que du cannabis. Les fumeurs fument la cigarette plus certains du cannabis. D'accord. Il y a bien sûr d'autres personnes qui consomment le cannabis sous forme orale. La différence entre fumer et forme orale, donc nous, ce qu'on prescrit, c'est vraiment des formes orales. Donc on absorbe le médicament par la bouche. L'effet est plus long, donc ça prend plus de temps et puis il dure par contre plus longtemps. L'effet inhalé, donc sous forme de cigarette, c'est beaucoup plus court. L'effet est plus rapide, mais il dure moins longtemps. Vous avez nommé tout à l'heure les THC. Quelle est la différence entre THC et CBD? Je pense que les gens ne comprennent pas exactement. Dans une plante de cannabis, il y a à peu près plus de 400 différentes substances. D'accord. C'est compliqué. Et voilà, et le THC, ça s'appelle tétrahydrocannabidol. Donc le cannabidol, c'est le cannabidol. Donc il y a tout plein de substances dérivées. Et toutes ces substances sont plus ou moins actives sur ce qu'on appelle les récepteurs aux cannabinoïdes qui sont dans le cerveau. Et puis on a aussi d'autres récepteurs qui sont dans le système immunitaire, par exemple. Donc probablement, on ne sait pas tout sur ces molécules, mais il y en a plusieurs. Et puis ce qu'on a remarqué, c'est que le THC avait un effet positif sur les symptômes de nausée et de douleur, plutôt que l'autre, mais disons que ça se chevauche. Mais il faut contrôler la dose. Il faut contrôler la dose, c'est pour ça qu'on aime bien les prescriptions bien réglées. Est-ce qu'il est prescrit aussi pour les mineurs? Alors, il y a une loi... Bon, moi je ne fais pas de l'oncologie pédiatrique, donc la plupart des patients sont majeurs. Adultes. Donc je n'ai pas ce souci-là. Je n'ai pas regardé la législation à ce sujet. Je pense qu'il y a des restrictions beaucoup plus importantes. Et puis, comme j'ai dit avant, la recommandation, c'est plutôt de ne pas prescrire. Donc, on a plutôt tendance à prescrire dans des situations de problématiques oncologiques déjà avancées. On prescrirait, à mon avis, jamais du cannabis dans une situation de quelqu'un jeune qui a un traitement curatif, par exemple. D'accord. Donc, c'est aussi ça qui est un peu important. Vous avez parlé de la douleur. Pour soulager la douleur, on l'utilise. Mais est-ce que les cannabis peuvent remplacer un analgésique standard, par exemple? Non, à mon avis, pas. Pourquoi? C'est que les recommandations, c'est de le donner après échec de 2 ou 3 traitements contre la douleur. D'accord. Les douleurs neuropathiques sont particulièrement difficiles à soigner. Les opiacés standards, donc les morphiniques standards, sont souvent pas très efficaces. Oui, bien, il faut donner des fortes doses. Donc, on donne souvent des autres médicaments qu'on appelle des dérivés des antiépileptiques. Il y en a un qui s'appelle la prégabaline, qu'on utilise beaucoup, ou le rivotril. Et aussi, ce qui est très utile, c'est certains antidépresseurs. Donc, souvent, on doit associer plusieurs médicaments. Donc, on va toujours prescrire le cannabis en plus, à mon avis. D'accord, je vois qu'il y a encore une question sur Facebook. Comment c'est fait? Il y a des assurances qui prennent les dessus sur l'avis des médecins et professeurs. Je devais avoir une greffe osseuse maxillofaciale et l'assurance a refusé. Voilà. Alors, c'est comme tous ces produits ou tous ces traitements médicaux. Alors,
Pour les gestes chirurgicaux, je ne connais pas, parce que moi, je ne suis pas chirurgien. Mais pour ce qui est de la prescription et du remboursement des médicaments, c'est la loi qui décide. C'est-à-dire qu'un médicament, pour être autorisé à être prescrit, doit être autorisé par Swissmedic, à part quelques exceptions dont font partie ces produits dont on discute. Et puis le remboursement, c'est l'Office fédéral des affaires sanitaires qui règle le remboursement avec des négociations. Donc, si l'OFAS décide que ce médicament n'est pas remboursé, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'arguments scientifiques pour le rembourser. Il y a des arguments pour qu'il puisse être prescrit, mais pas pour être remboursé. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas remboursé. Parce que l'OFAS ne regarde pas forcément que l'efficacité, mais le rapport entre coût et efficacité. Merci beaucoup pour répondre à ces questions. Le Conseil fédéral propose une révision de la loi sur les stupéfiants. La Ligue suisse contre les cancers soutient cette proposition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de cette révision? Dans quel sens elle va maintenant? Alors, la révision, on l'attend depuis un moment. Donc, la loi actuelle sur les stupéfiants, elle date de la fin des années 50. Ah d'accord, alors donc, ça fait un petit ça moment. Ça date un peu. Donc, ça fait passablement d'années que le Parlement et le Conseil fédéral essayent de modifier la loi. Donc, il y a eu un premier pas avec l'autorisation du cannabis dit légal. Et maintenant, il y a des discussions pour la loi sur les stupéfiants dont le cannabis fait partie de cette révision. Alors, je sais que le Conseil national a accepté la nouvelle loi, mais qu'elle doit bien sûr passer au Conseil des États. D'accord. Donc, on n'aura pas encore la réponse avant quelques mois, ou en espérant que le Conseil des États l'accepte, parce qu'il pourrait demander des modifications. Et c'est une fois que la loi est acceptée qu'on aura les directives pour l'application de la loi. Semble-t-il, ça sera plus simple de prescrire, il y aura moins de démarches, notamment il n'y aura pas la demande à faire à l'OFAS, mais il y aura quand même des conditions ou certaines restrictions. On revient à l'usage du cannabis. Est-ce qu'on peut le manger? Si on le mange, est-ce qu'il est plus efficace? Alors, la prescription qu'on donne sous forme d'huile ou de teinture, c'est sous forme orale. Ouais, donc, si on veut, on le mange. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui consomment du cannabis non légal, en tout cas ce qui est la Suisse, sous forme de biscuits, où ils mélangent le hashish ou la marijuana dans ce qu'ils mangent, dans des biscuits ou des gâteaux. Tout à fait. L'effet sera moins rapide, mais il sera plus long. C'est quand qu'il est plus rapide? C'est en inhalation. Par exemple, si vous fumez du hashish, où il y a aussi des inhalateurs qui existent. Pas chez nous. Mais au Canada, voilà, je crois qu'il y a des produits sous forme d'inhalation dans certains pays. Ici, comment ça se passe alors? On prescrit d'huile ou de teinture, voilà. Ouais. Du coup, en général, est-ce qu'on peut dire que le cannabis, il est recommandé pour l'oncologie en général? Est-ce qu'il est approprié comme traitement? Alors, en principe, en première intention, non. D'accord. Parce qu'on n'a pas assez de Parce qu'on n'a pas assez de données, et puis parce que les autres médicaments sont en général plus efficaces. Et puis la deuxième chose, c'est que quand un médecin prescrit un traitement, il faut qu'il ait de bonnes connaissances dans le traitement, dans le suivi de ce traitement. Or, comme je l'ai dit au début, nous n'avons pas beaucoup d'expérience. Donc c'est toujours délicat de prescrire un médicament dont on n'a pas d'expérience. Et dans la panoplie des traitements, que ce soit pour les nausées ou pour les douleurs, on a plein d'autres médicaments dont on a, nous, beaucoup d'expérience. Donc c'est quand même plus facile pour nous de prescrire quelque chose ou un médicament dont on a l'expérience. Parce qu'on pourra mieux suivre les effets secondaires. Et il ne faut jamais oublier les effets secondaires. Alors, on ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais pour les spectateurs qui nous suivent en direct, c'est où qu'on peut trouver plus d'informations de qualité sur les cannabis médicales ici en Suisse? Alors, il y a plusieurs sites, je ne les ai pas répertoriés, mais vous allez assez trouver des sites dont certains sont très bien faits. On pourra peut-être mettre sur le... Oui, peut-être on peut écrire ça sur Facebook. Le FSP, est-ce qu'il est là aussi dans... Sur le FSP, il y a quelques renseignements, tout à fait. Notamment sur les démarches à faire, etc. Ouais, tout à fait. Il y a les documents qu'on doit envoyer, il y a les formulaires qu'on doit envoyer, tout à fait.
Quels sont les prochains pas que vous croyez qu'il faut faire à propos de la recherche sur le cannabis médical? Qu'est-ce qu'il faudrait tester maintenant? Alors, c'est une question difficile. Je pense que ça serait intéressant dans les douleurs neuropathiques d'avoir un peu plus de renseignements sur ça. Pourquoi? Parce que les douleurs neuropathiques, c'est quelque chose de difficile à soigner. Et même avec nos traitements classiques, on doit utiliser, comme j'ai dit avant, plusieurs médicaments. Et si on avait un médicament de ce type-là qui permet d'améliorer les choses, ça serait intéressant d'avoir plus de données. Oui. On en a déjà beaucoup, mais comme j'ai dit, on n'a pas non plus énormément d'expérience et ça serait intéressant, par exemple, dans ce domaine, d'avoir plus de données. Et puis aussi plus de données sur les effets secondaires. Donc pour ça, il faudrait un grand groupe de patients. Et souvent, on va rechercher les effets secondaires standards, mais on oublie qu'il y a d'autres effets secondaires. Moi, j'ai un patient qui consomme régulièrement du cannabis récréatif, mais comme il aime arrêter de fumer, quand il arrête de fumer, son problème, c'est qu'il fait des cauchemars toutes les nuits. Donc, c'est clair que ces substances ont des effets psychoactifs, et puis on ne se rend pas toujours compte de ceci. Il faut aller chercher plus loin, et on manque de données, à mon avis, sur les effets secondaires, notamment à long terme. Alors, c'est clair nous, on les prescrit sur du court terme. Si c'est un traitement, c'est 6 mois, c'est rare qu'on prescrit au-delà, mais sur le long terme, on craint aussi d'avoir une dépendance, comme tout médicament qui peut créer une dépendance, et on n'a aucune donnée en oncologie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si les cannabis peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments? Alors, comme toute plante, il peut y en avoir. Je n'ai pas regardé spécifiquement ce point-là, mais il faut faire toujours attention, comme toutes les plantes, comme tous les produits à base de plantes. Il faut, si possible, regarder s'il n'y a pas d'interaction. De nouveau, là, ça serait un bon sujet de recherche, surtout qu'on a beaucoup de médicaments nouveaux. Et forcément, qui dit médicaments nouveaux, ne dit pas forcément des connaissances dans le domaine des interactions. Je vois qu'on arrive au terme de notre rendez-vous. Alors, je voudrais juste vous poser une dernière question. Quel est le message à retenir sur le cannabis médical aujourd'hui pour les patients atteints de cancer et leurs proches? Alors, le message à retenir, c'est que c'est toujours intéressant de poser la question au médecin. C'est recommandé de poser la question au médecin. Oui, si ça a une utilité, en sachant que le médecin en face a peu d'expérience Et des difficultés aussi et à des difficultés à prescrire. le prescrire. Et je pense que c'est là qu'il faut des fois pondérer un petit peu l'envie de faire. Et les recommandations, c'est plutôt de se retenir si possible, sauf si on n'a pas d'autre choix que d'essayer. Alors, Docteur Luthi, je vous remercie beaucoup pour votre temps et d'avoir répondu à nos questions ce soir dans ce live de la LVC. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup aux spectateurs aussi de nous avoir suivis et on vous attend jeudi pour un autre rendez-vous sur la réadaptation oncologique. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.